Donc bonjour, aux participants qui sont avec nous. Pour rappel, hein, l'objectif, de ce point ce matin, eh bien, c'est de revoir ensemble quelques points techniques, en lien avec les actualités du moment, sur les légumineuses. Heu on se trouve là dans le cadre des travaux autour de FILEG, hein, donc l'association, qui vise à réunir sur Occitanie un certain nombre d'organismes, hem, pour structurer une filière autour des légumineuses à graines. Et donc en ce sens, hein, depuis, quelque temps maintenant, on essaye d'organiser ces rendez-vous techniques, dans le but de pouvoir échanger ensemble. Hem, alors, hop. Voilà, si ça veut bien fonctionner. Pour, votre information, ce webinaire, est enregistré dans l'objectif de pouvoir le mettre, à disposition de chacun pendant quelques jours, quelques semaines, hein, donc permettre à celles et ceux qui ont pas pu se connecter avec nous en ce début de matinée de pouvoir, revisionner par la suite. Dans un premier temps, je vous demanderai d'être vigilant à bien couper les micros au cours des interventions. N'hésitez absolument pas à pouvoir poser les questions, dans le chat. Et puis alors je ne sais pas exactement, le nombre de personnes que l'on est. Si besoin, si on n'est pas trop nombreux, on pourra tout à fait envisager, de pouvoir préciser oralement un certain nombre de questions par la suite. Alors, ce que l'on vous propose d'aborder aujourd'hui, ce sont des points autour du soja, en particulier le désherbage, alors qui est repris d'une intervention webinaire qui a été faite il y a déjà quelques semaines. Donc, on voulait vous proposer une petite session de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu y assister. On refera un point très succinct sur l'inoculation, un simple rappel des recommandations Terre Innovia pour cette campagne. Mon collègue Quentin Lambert, qui interviendra ensuite, vous parlera également des herbages, en particulier sur les rattrapages pois chiches, et puis gestion des maladies sur protéagineux, en particulier sur pois et févrole. Donc sans plus tarder, je vous propose, qu'on enchaîne sur le volet, désherbage, désherbage en soja. Alors, l'idée étant de refaire un point un petit peu global sur les différentes solutions de désherbage qui sont, à notre disposition, et en particulier sur, les bases prélevées. Alors, on a un volume de matière active qui est relativement, restreint, bien que quand même assez complémentaire, sur le soja. On va retrouver bien entendu, vous connaissez très bien le S-métolachlore, donc dans le Mercantor, et c'est générique. Point fort du Mercantor, ça va être en particulier sur les graminées estivales, sur les PSD notamment. Et puis, mais c'est vrai aussi qu'on va retrouver un point fort non négligeable sur Régra, puisque pour le coup, et on va le voir par rapport à d'autres solutions que l'on peut avoir, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui en efficacité Régra, tel que ce qu'on peut avoir avec le S-métolachlore. Donc c'est une fluor sur laquelle quand même ça reste, une molécule tout à fait stratégique. Et puis également une petite spécificité d'action sur Morel. On va être quand même relativement restreint en termes de compléments sur les dicotes. Bon, je viens d'évoquer la morelle. On pourra aussi avoir quelques bénéfices beaucoup plus légers et absolument pas, suffisants seuls, hein. Ça va simplement rapporter un petit gain d'efficacité, notamment dans des programmes pré plus post, vis-à-vis de flores plus complexes comme l'ambroisie ou par exemple le datura. Et puis comme c'est mentionné ici, le point faible du S-MOC, hein, c'est globalement toutes les autres dicotes. Heu, sur les bases, on va dire vraiment avec un intérêt antigraminé, on va aussi retrouver le lapin-diméthaline, heu, donc il y a un point fort aussi sur son action, antigraminée estivale sur les PSD, avec une efficacité un peu plus en retrait par contre, dès lors qu'on va arriver sur des pressions paniques assez importantes, où on va être en retrait quand même par rapport au S-métolachlore. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Son point fort, alors on l'a pas remis ici, mais son point fort, ça va être les graminées Panixéter, digitaire dans des proportions assez modérées et puis avec une vraie spécificité d'action sur les renoués.
avec une petite vigilance quand même dès lors où on va être sur des très fortes pressions en renoué liseron, où là l'efficacité de la seule va pouvoir se montrer parfois, heu, quelque peu insuffisante. Son point faible, alors on a mis ici les antigraminées, enfin son action antigraminée en point faible, comparativement à ce qu'on peut avoir, comme je vous disais, sur des très fortes pressions paniques par rapport au chloroacétamide, mais quand même on va conserver une efficacité assez intéressante. On va retrouver également des bénéfices, hein, avec des renforts sur Kenopod, voire éventuellement là aussi sur Morel. Il y a une solution un petit peu plus nouvelle qui arrive aujourd'hui avec, le Bismarck, qui présente, on va dire, des concentrations en pendimétalline un peu plus basses que ce qu'on peut retrouver avec de la Ticaqua ou du Prol. Par contre, on va avoir un complément avec de la clomazone qui là, pour le coup, va nous apporter un renfort, non négligeable sur des flores comme le Kénopode, sur les mercuriales, sur Morel, sur Amimajus, mais aussi sur les renouées et en particulier sur les renouées liserons dont on disait tout à l'heure, que la pendimétalline seule, sur cette flore, peut être parfois un petit peu limite. Mais on fera un focus juste après sur Renaud Liseron notamment. Voilà, c'est aussi annoncé efficace sur Abutilon. Autre solution, en soja, hein, qui est à notre disposition, c'est le méthobrommuron qu'on va retrouver, donc sous les dénominations Proman, Inigo, Soleto également. Avec, des utilisations en soja qui vont plutôt être comprises entre 1,5 litre, 2 litres, heu, et sur lesquelles on va faire particulièrement attention, heu, à la nature de notre sol. Donc globalement, c'est ce qu'on voit sur les petits triangles là, juste en bas. Alors c'est pas les toutes dernières, recommandations, Belchim, je l'ai pas forcément remis à jour, mais dans ce qui vous sera transmis, je vais le réadapter. Globalement, en dessous de 15 d'argile, on va éviter l'utilisation de cette solution-là, puisqu'on a des risques en termes de manque de sélectivité qui vont être exacerbés. Sur des sols entre 15-25 d'argile, on va recommander de ne pas dépasser 1,5 litre et puis au-delà, on va pouvoir rester sur des doses de l'ordre de 2 litres. Hein, ce sont des recommandations qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut avoir en tournesol, où les problématiques liées au manque de sélectivité vont être un peu moins marquées. Le spectre est relativement large, hein, sur Dicote avec une petite action sur graminées estivales. On est de l'ordre du renfort, assez léger, hein, on va pas avoir une bonne efficacité avec ces solutions seules. Donc les points forts, je vous dis en dicote, ça va être surtout sur Morel, sur des renouées persicaires à feuilles de patience. On va être plus limite sur de la renouée liseron par exemple, mais encore des efficacités sur Kénopode et ça va être incontournable sur Ambroisie en prélevé dans des programmes pré plus post encore une fois. Sur les solutions post-levée, bon, il y en a 2, hein, qu'on va retrouver principalement. L'Imazamox que vous allez retrouver dans le Pulsar 40 ou dans le Davail, hein, aujourd'hui pour ce qui est homologué sur soja. Avec un large spectre sur dicote, kénopode, amarante, morel, renouée persicaire, des oiseaux, sur renouée liseron également, en particulier si on est sur du fractionnement, ça aussi je vais y revenir. Et puis bien entendu, un intérêt sur des dicotes difficiles, j'entends par là ambroisie à feuilles d'armoise, sur du xanthium, sur des datura, on va même pouvoir se permettre de diminuer un peu les doses, puisqu'on va vraiment avoir une très bonne efficacité, ou encore efficacité, très intéressante sur tournesol sauvage. Là aussi, quand on va être sur des pression importante en PSD, on va avoir une bonne efficacité sur ces graminées. On va quand même essayer de maintenir une base prélevée intéressante, déjà pour un bon premier contrôle et pour se retrouver in fine avec des niveaux d'efficacité assez importants. Puisque là encore, si on reste uniquement, sur de l'imazamox en poste, qu'on n'a rien fait avant, on peut se retrouver à être quand même un petit peu embêté. En revanche, on va être insuffisant sur, des problématiques type laitron, senson, matricaire, où là, justement, on va pouvoir trouver, une alternative assez intéressante avec l'abintazone. Donc on peut retrouver soit seul dans le Basagram, avec un spectre plus réduit que l'imazamox, seul, hein. Donc point fort, je viens de le dire, c'est là où l'imazamox était un petit peu limite, laitron, senson en particulier. Et puis on peut le retrouver aussi en renfort, en renfort de l'Imazamox sur l'ambroisie
Et puis la bentazone, on peut aussi la retrouver dans du quorum, par exemple, associé cette fois-ci à l'imazamox. C'est vrai que ça peut être un bon compromis entre les 2 molécules. Par contre, attention sur des flores difficiles, en particulier, je pense au xanthium. Il faut que je diminue ça, voilà, vous allez voir un petit peu mieux. Attention, voilà, sur des flores finalement où la bentazone n'a pas du tout d'efficacité, donc c'est pour ça que j'évoquais le xanthium, où finalement on va se retrouver avec du quorum à appliquer de l'imazamox, sous-dosé, et on sait que la pleine dose étant une condition, essentielle à la bonne maîtrise de ce type de flore, si je passe sur des solutions où je diminue ma dose d'imazamox, mais je complète avec une bentazone, mais une bentazone qui va pas être efficace, je vais rapidement perdre beaucoup, beaucoup d'efficacité sur ce type de choses. Donc quorum intéressant par exemple sur ambroisie où la bentazone va jouer un rôle. Attention quand même sur Xanthium, où là, pour le coup, on va le déconseiller. Et puis en poste, vous allez retrouver toutes les solutions type antigraminées foliaires, où là aussi, on sera vigilant, sur les aspects mélange, avec de l'imazamox ou avec de la bentazone, même si, par exemple, les mélanges Stratos-imazamox vont présenter moins de risques d'antagonisme que ce qu'on peut avoir avec les autres types de mélanges. Un point sur le Mercantor, mais ça, je vais pas forcément trop m'attarder, dessus, puisque vous savez que son AMM a été vérifié, que désormais, ce qui était jusqu'ici une recommandation devient, une obligation réglementaire, à savoir de ne pas pouvoir dépasser les milligrammes de matière active. Néanmoins, voilà, on l'évoquait tout à l'heure, il y a encore l'appendimétalline aussi qui peut être utilisée en complément du Mercantor, voire en substitution du Mercantor quand on va être sur des zones avec de, heu, sur des bassins d'alimentation, des choses comme ça, où on voit que, quand même, malgré tout, sur Panic, alors oui, on va dégrader un petit peu par rapport au Mercantor, mais attention, ici, nos références Mercantor avaient été obtenues sur des doses d'1,2 litre. Attention, aujourd'hui, on va passer sur une quantité maxi à 1,04 pour avoir les 1000 grammes. Donc on avait, à ce moment-là, avec nos 2 litres d'Atticaquah, un petit peu de baisse d'efficacité. Si je regarde ce qui se passait sur de la 7R, et on pourrait faire la même remarque sur de la Digitaire, par exemple, on est sur des niveaux d'efficacité qui sont tout à fait comparables. Hein, là, ce qu'on peut dire sur Panic, c'est que plus ma pression Panic va augmenter, plus mon delta entre les 2 risque de se creuser, mais on a quand même encore de l'efficacité. Je voulais vous proposer un petit focus sur la gestion du kénopode et de la Renault Éliseron, tout simplement parce que ce sont les 2 flores, les 2 dicotes que l'on retrouve le plus fréquemment quand on fait des enquêtes kilométriques aujourd'hui sur du soja, sur lesquels on peut avoir quand même, nous, en expé, des bons résultats, mais qui se retraduisent pas toujours sur le terrain, du fait de difficultés à pouvoir positionner les solutions forcément de manière, pas toujours de manière optimale. Moi, ce qui me semble donc essentiel et ce que je voulais repartager avec vous, sur ce type de flore-là, à partir du moment où elle commence à devenir un peu conséquente, c'est d'assurer un premier contrôle qui va être efficace en prélevé pour nous permettre d'agir en poste levé dans les conditions optimum et donc d'avoir les meilleures efficacités, les meilleures actions possibles. Donc maintenir cette prélevée de façon, systématique et puis en poste levé, intervenir le plus tôt possible sur des adventices qui vont être peu développés, en privilégiant autant que possible du fractionnement et à partir de ce moment-là, on va même pouvoir se permettre de moduler un petit peu la dose. L'objectif étant de pouvoir intervenir, je vous dis, le plus tôt possible, même avec des doses un peu plus réduites si jamais on craint des manques de sélectivité. Ce qu'on voit sur le graphique ci-dessous, donc vous voyez des niveaux d'efficacité, des différentes solutions testées par rapport à un témoin. Ici sur Kenopod blanc. Donc, en barre, vous avez la moyenne des différents essais, chaque essai étant représenté par des lignes que vous retrouvez, que vous chaque ligne pardon étant un essai. Heu, Ce que l'on peut voir, à partir du moment où on est sur du Pulsar 40 utilisé seul à 1 litre ou à 1,25 litre, c'est qu'on va avoir des niveaux d'efficacité moyens
qui vont être, de l'ordre de 70-73. Donc à partir du moment où on a des pressions élevées, 73 d'efficacité, ça va pas forcément être su intéressant et vous le voyez notamment sur certains essais, on est même à des niveaux bien plus bas que ça et 73 étant la moyenne. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des essais où on va avoir 10, 60, 70 d'efficacité et puis d'autres où, dès le départ, on va réussir à avoir une très bonne efficacité et quelles que soient les autres modalités auxquelles on va comparer derrière, on va pas avoir de différence. Moi, ce qui me pose un peu plus problème, c'est ces solutions-là, les premières solutions, où la seule utilisation du pulsar n'a pas été suffisante. Ce que l'on peut voir, c'est que dès lors qu'on passe sur du fractionnement, donc du 2 fois 0,6 par exemple, et beh, on va quand même réussir à avoir un gain d'efficacité. On va gagner en moyenne 10 d'efficacité et on voit que notamment sur les essais où on n'était pas bon avec une seule application, on a ce gain d'efficacité. À partir du moment ici où on a complété par du Prawl en prélevé, beh, on voit que Prawl suivi de Pulsar 2 fois 0,6, on arrive quand même à avoir là des efficacités qui sont proches de 100. Donc on retrouve ce qu'on disait à l'instant, application d'une prélevée efficace et fractionnement de la poste levée. Sur l'intérêt de la poste levée efficace, on peut faire la même remarque avec le métaux-bromuron si on regarde des choses au niveau de la Renault Liseron. Alors, quand bien même on disait tout à l'heure que le métaux-bromuron pouvait être un petit peu limite sur Renault Liseron, hein, c'est pas forcément, son point fort. On voit que quand on est sur une application seule de Pulsar 40 à 1,25, on est en moyenne à 50 d'efficacité, avec une très grande variabilité. À partir du moment où on est sur du Proman suivi d'un pulsar, vous voyez, on a diminué la dose de pulsar puisqu'on passe à 0,8. Par contre, on a adjuvanté, là, malheureusement, c'est sorti de ma diapo. Donc, on a rajouté une huile végétale type Actirob. Alors, effectivement, vous avez mis, il y aura toujours quelques essais qui décrochent, mais globalement, on revient sur des niveaux d'efficacité de l'ordre de 80. L'utilisation de la prélevée, encore une fois, est vraiment essentielle. Sur ce type de flore, hein, on peut résumer les choses de la manière suivante. On va essayer de conserver une base prélevée, avec de la pendimétalline, voire du métaux-bromuron ou pendimétalline associée à de la clomazone quand on a vraiment des gros problèmes, hein, ce qu'on voit ici avec le Bismarck. Attention, là, on va être un peu léger quand même sur graminées, donc pourquoi pas complémenter en pré avec un petit peu de mercantor. Et puis, alors, soit on va être sur une application seule à 0,8 avec une huile, au stade 3-4 feuilles, soit on va plutôt, et ça, ce que je vous préconise, essayer d'aller sur des stades un peu plus précoces, à 2 feuilles, avec un pulsar qu'on va pouvoir même diminuer à 0,3-0,4 à partir du moment où il est adjuvanté et on va renouveler l'application quelques jours plus tard. Alors ça, je vais passer assez rapidement vite dessus. Je l'avais présenté il y a quelques semaines, donc dans le cadre d'un webinaire national, où on a encore souvent, dans certains secteurs, des difficultés à bien identifier les stades. Quand je parle d'une application au stade à 2 feuilles, hein, on se rappelle bien qu'on a d'abord une première paire de feuilles unifoliées, donc 2 feuilles unifoliées et ensuite la troisième feuille qui émerge est une feuille trifoliée. Donc quand on parle d'application au stade 2 feuilles ou entre 2 et 3 feuilles, eh bien ça va être quand on a ici la sortie de nos 2 premières feuilles après les cotylédons et puis émergence de la troisième feuille. À ce moment-là, on peut passer sur notre première application qu'on va renouveler 8-10 jours plus tard. Si je suis sur une simple application, je vais plutôt attendre d'être sur du 3 voire 4 feuilles, pour aussi, limiter un petit peu mes risques de manque de sélectivité. Par contre, je vais intervenir sur des flores beaucoup plus développées. Le risque en intervenant sur des flores beaucoup plus développées, vous avez ici, l'exemple avec de l'amimajus. Entre des efficacités suite à des applications faites sur des flores comprises entre les stades cotylédon et 5 feuilles où on a 90, et puis une application qui a été un peu décalée, où on se retrouve sur des flores, entre cotylédon et jusqu'à 7 feuilles. Vous voyez qu'ici, on perd quand même facilement, une quinzaine de pourcents d'efficacité. Donc vraiment vigilance, à pas faire ces interventions trop tardivement et à pouvoir toucher des adventices jeunes. Un point également sur la gestion de l'ambroisie, heu, on va revenir sur les solutions, de désherbage. Enfin de désherbage, voilà, de programme, pré plus post. Néanmoins, avant ça, il y a des choses essentielles à bien mettre en place, notamment l'anticipation des infestations par le décalage de semis et faux semis. Vous avez ici l'exemple d'essai qui avait été conduit dans les Deux-Sèvres. On a aussi des gros problèmes d'ambroisie, à feuilles d'armoise.
et on suit le nombre de plantes levées au mètre carré selon 2 dates de semis de notre soja. On a une première date de semis au 2 mai. Lorsqu'on fait un comptage d'ambroisie, au 20 mai, on est déjà à 80 plantes levées. Lorsqu'on arrive au mois de juillet, on est quasiment à 110-120 plantes levées. On a une deuxième modalité où on a décalé nos semis au 20 mai, donc ce qui nous a aussi permis de faire un faux semis et une destruction, donc destruction de ces 80 là qui étaient déjà levés. Quand on arrive au 26 juillet, on est non plus sur 110-120 ambroisies levées au mètre carré, mais sur 40. Quand on va être derrière sur des programmes herbicides, même à 90%, 90% de 40, ou en tout cas s'il nous reste 10%, on va le dire comme ça, 10% de 40 ou 10% de 120, on n'est pas du tout sur les mêmes salissements derrière. Donc cette histoire de décalage de semis, faux semis, décalage de semis dans les situations complexes est vraiment, vraiment un enjeu majeur. Vous le voyez là, qui nous permet de réduire les infestations par 3. Et ça a été répété dans d'autres situations. On est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. En termes de gestion herbicide, on est là, bien entendu, sur, une gestion de type prélevé puis post. Prélevé autant que possible avec du méthobrommuron à 1,5 litre dans les situations où le sol le permet, hein. On ne revient pas sur ce qu'on a dit, tout à l'heure. Heu et puis en termes de gestion de post levé, on a 2 solutions. Soit on va être sur du fractionnement du pulsar en 2 fois 0,6, soit on peut se permettre de faire de l'association bentazone-imazamox avec du Basagram à 1 kg suivi de pulsar 40 à 0,6. Tout cela n'étant pas toujours, suffisant, en particulier, encore une fois, si on a fait des interventions un petit peu tardives. Ce que vous voyez sur le graphique ci-dessous, c'est l'importance du binage, là aussi, pour ensuite venir terminer le travail, où on va encore réussir à passer, vous voyez, sur ces essais-là, d'environ 20 plantes encore présentes au mètre carré sur le rang, enfin sur l'inter-rang, pardon. Enfin, non, excusez-moi, je m'en mêle un petit peu. 20 plantes sur le rang et l'inter-rang, bien sûr, avant passage de la bineuse et après programme chimique. Et après passage, on se retrouve simplement à 5 ambroisies au mètre carré. Et là, pour le coup, des ambroisies, bien évidemment, qui vont plutôt être concentrées sur le rang. Donc, vraiment un intérêt non négligeable de ces solutions-là. Quelques résultats que j'ai essayé de vous commenter, assez simplement, mais c'est vrai que le graphique ne l'est pas, nécessairement. Donc on va essayer de simplifier un petit peu les choses. Sur, l'efficacité des différents programmes. Donc vous avez en jaune des résultats obtenus en 2017 et puis en vert, vous avez, des résultats de 2017 complétés par ceux de 2016, mais on n'avait pas toujours en 2016 tout à fait les mêmes modalités. Heu, mais vous allez voir que les choses évoluent de toute manière les 2 années dans des proportions similaires. Tout d'abord, l'importance du choix de la prélevée, hein, quand on est sur ensuite une poste identique pulsar 41 litres 25. C'est quand même l'écart qu'on va avoir entre de la pendiméthaline peu, voire pas efficace, par rapport à du Proman, 1,5 litre et d'autant plus si on est à 2,5 litres. Alors attention, on n'ira pas jusqu'à 2,5 litres en soja, mais vous voyez là quand même cet effet dose, surtout l'importance de choisir la bonne prélevée. Ce que l'on peut voir également, à partir du moment où on est sur des prélevés identiques, hein, je compare ici du Proman 1,5 litre en prélevé à du Pulsar 40 en poste, sauf qu'ici, je suis sur du Pulsar 40 en une seule application. Ici, je suis sur du Pulsar 40 adjuvanté, fractionné, avec, à la clé, un gain d'efficacité de l'ordre de 15. À partir du moment où je suis sur un programme de poste levé optimal, c'est-à-dire que je fractionne et j'adjuvante, l'effet dose qu'on avait tout à l'heure avec la prélevée entre le Proman 1,5 litre et 2,5 litres, vous voyez qu'ici, quand on est sur une post levée ensuite efficace, on le voit quasiment plus, donc on va rester, bien entendu, sur des doses à 1,5 litre. L'intérêt également de la bentazone, alors c'est vrai qu'on le voit plus facilement quand on est, là sur une base, pendiméthaline qui va être relativement plus peu efficace, donc on va exacerber les écarts en poste levé. Ce que vous voyez globalement, hein, c'est que à partir de ce moment-là, on va noter quand même un léger gain, enfin un gain d'efficacité, on peut le dire, hein, clairement, à partir du moment où on va ajouter de la bentazone, donc soit avec Corum, soit avec Basagran, par rapport, à de l'Imazamox seul. Et en plus, ça va nous permettre de limiter un petit peu nos risques vis-à-vis de la sélection de résistance à l'Imazamox. Voilà, puis ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le retrouve bien là, hein, le fait de réussir à gommer l'effet dose de la prélevée à partir du moment
ou on est sur une poste levée qui va être des plus efficaces. Attention également sur, les risques liés aux repousses de tournesol et notamment aux repousses de tournesol sauvages, où on va être vigilant, essayer d'avoir un bon contrôle d'abord au semis, notamment avec l'application de glyphosate qui va permettre de gérer les éventuelles premières levées. Et puis ensuite, on va essayer d'intervenir de préférence avec un pulsar, donc soit un pulsar à 1,25, soit un pulsar à 0,8 adjuvanté. Par contre, si on est sur des situations avec tournesol sauvage, on va préférer la pleine dose, bien évidemment, et l'adjuvantation. Le pulsar va être efficace des repousses de tournesol classiques, sur des repousses de tournesol clearfield, on va pas avoir l'efficacité, bien entendu. Par conséquent, on va plutôt essayer, de se reporter sur de la bentazone, notamment avec du Basagram. Alors par contre, je crois qu'il y a une petite erreur sur la dose, puisque désormais on va avoir des doses qui vont être revues, hein, qui vont être corrigées en bentazone avec du Basagram à 1,1 litre en soja. Sur les solutions attendues, donc il y a le Passat Plus, hein, qui est attendu également sur soja. Donc avec des utilisations qu'on envisage, enfin, on va dire des AMM possibles pour 2023 pour des usages 2024, donc ce sera à confirmer. Donc avec des gains d'efficacité, hein, sur cette solution à base d'imazamox déjà adjuvantée contrairement au Pulsar 40, notamment sur Ambroisie, sur Renault Liseron, même si c'est pas systématique, ou encore sur Tournesol sauvage. Autre solution attendue à peu près dans les mêmes délais, si les choses, évoluent, de manière, optimale, c'est le DMTAP avec l'ISAR qui pourrait là aussi nous apporter du renfort vraiment sur la gestion des graminées et peut-être également un renfort sur Régras à partir du moment où on pourrait l'associer avec du S-métolachlore. Donc voilà pour cette partie, désherbage. Je vais juste conclure avec quelques rappels par rapport à l'inoculation et puis on pourra prendre quelques questions, mais ça va me permettre de terminer sur cela. Donc vraiment de manière très rapide, hein, parce que c'est des choses qu'on a, pas mal évoquées, tout l'hiver et ce début de printemps déjà. Donc sur les recommandations, par rapport aux différentes solutions d'inoculum, présentes sur le marché. Donc globalement, pour l'ensemble des solutions aujourd'hui proposées à base de G49, on a un avis qui est, plutôt bon sur ces solutions, en tout cas pour celles qu'on a testées. Les dernières que l'on a pu tester, notamment, c'est Vitalianz, avec, des résultats qui sont, tout à fait satisfaisants. Notamment à partir du moment où on est sur un délai de 48 heures entre l'inoculation et le semis. On dégrade un petit peu, mais on reste plutôt sur quelque chose de bon à partir du moment où on a fait un décalage jusqu'à 72 heures. Pour rappel, avec le Rhizolic Top, hein, donc une solution assez proche, en termes d'utilisation que ce qu'est Vitalianz. Heu, pour rappel, hein, c'est un produit donc qui est particulièrement bon, voire très bon, notamment si on reste sur un délai, assez court, hein, là aussi de 2-3 jours entre l'inoculation et le semis. On peut se permettre de décaler jusqu'à 10 voire 15 jours, hein, comme c'est mentionné sur l'étiquette du produit. On va avoir des inoculations qui vont se faire. Par contre, on va être quand même un petit peu un cran en dessous de ce que l'on peut avoir, quand on va être sur des inoculations et des semis qui vont être plus rapprochés. Bon ensuite, hein, des solutions que vous connaissez déjà bien, Force 48, les nitrogènes, la NPPL, qui sont des solutions, oui, enfin nitrogène, nitrogène GR, qui sont des solutions aujourd'hui qui fonctionnent quand même très bien. À noter qu'aujourd'hui Nitrogène GR, hein, est la dernière solution, en tout cas la seule il me semble, qui nous permet de faire de l'inoculation directement sur microgranulés. Là où, en revanche, on est, on est plus sceptique, alors plus que sceptique, hein, on est, assez, catégorique, je devrais dire, c'est les solutions type Liquifix, que l'on déconseille formellement du fait de la nature des souches Sémia 50-79, 50-80, et des inquiétudes, hein, qu'elles font porter sur, les capacités à pouvoir, maintenir du soja sur du long terme, à partir du moment où on inocule ces micro-organismes dans le sol. Biofixine également qu'on déconseille étant donné
que là, pour le coup, c'est une souche que l'on ne connaît pas bien et par ailleurs, c'est une solution qui a été testée dans les essais en 2021, mais qui n'a vraiment pas porté satisfaction par rapport aux résultats. Et puis en ce qui concerne l'Icot, hein, c'est un produit, donc de pré-enrobage que l'on connaît relativement bien, que l'on va recommander plutôt dans les situations de réinoculation, et non pas sur des parcelles qui n'ont soit jamais porté de soja ou qui n'en ont pas porté depuis longtemps. On va maintenant s'attarder sur une première partie autour du pois chiche, et notamment en continuant sur cette partie désherbage hein, autour du pois chiche, sur les rattrapages qu'il est possible de faire en post-levé pour gérer l'enherbement. Et puis on terminera autour des protéagineux, pois févrole, avec la gestion des maladies. Donc les parcelles entrent en floraison hein, petit à petit en fonction des dates de semis. Et donc c'est le moment un petit peu de regarder quels sont les risques hein, vis-à-vis de quels pathogènes et puis quels fongicides peuvent être à même de gérer les risques. Est-ce que tu peux me passer, enfin je sais pas si tu peux passer la slide. Je Super, jusqu'où? merci. Non, non, là, c'est très bien. C'est très bien. Je n'avais pas vu cette slide. Je ne sais pas si elle apparaissait sur les autres écrans, pas sur le mien en tout cas. Rattrapage, désherbage pois chiche, comme je vous le disais à l'instant, un rappel autour du contexte. Donc, depuis 2 ans, hein, les surfaces de pois chiches, est-ce que tu peux remonter s'il te plaît? Ça va un peu vite, alors je sais pas si. Merci. Donc, comme je vous disais, oui, donc les surfaces de pois chiches sont en baisse hein, depuis les 2 dernières campagnes. Sur cette campagne, il semblait que les surfaces auraient pu être en hausse après le contexte au niveau international et notamment européen avec la guerre russo-ukrainienne a fait que le cours mondial, notamment des oléagineux, a fortement grimpé et donc la culture du pois chiche n'a pas forcément, les cours n'ont pas forcément grimpé dans les mêmes proportions et donc elle n'a pas pu s'intégrer forcément dans les assolements de 2022. On a du pois chiche hein, dans la plaine, heureusement, et dans le sud-ouest, dans le sud-est, mais pas comme on aurait pu en avoir, en tout cas vis-à-vis des objectifs de collecte et de besoins du marché. Les semis dans le sud-ouest hein, se sont étalés de mi-décembre à début mars, donc une période assez étalée pour ce territoire-là, puisque généralement donc, on a des semis qui sont compris entre mi-décembre et mi-janvier, fin janvier. Euh, les semis de mi-décembre ont été rares. En fait, on sortait d'une forte épisode de pluviométrie avec des cumuls assez importants. Et puis après, on est rentré dans une phase de sec qui s'est poursuivie hein, jusqu'à peu. Et donc, qui ont un petit peu étalé les semis en fonction de l'humidité dans les premiers centimètres. Côté sud-ouest, on a démarré donc fin février hein, pour les premiers semis toute fin février. Et ça s'est étalé jusqu'à fin mars. Là encore, hein, en fonction des cumuls de pluie, de l'état de préparation des sols, on a eu une phase assez étalée. Ce qui donne forcément des conditions de levée, de semis et de levée hétérogènes, hein, donc qualité de semis et qualité de levée assez hétérogène. Donc maintenant que les parcelles ont levé, c'est le bon moment pour valider les peuplements, hein, parce que ça va être le premier maillon qui va sécuriser un petit peu la performance de la culture. Et puis, on viendra valider aussi hein, la présence de nodosité dans les prochaines semaines, là, d'ici début mai, donc en prélevant des plantes, hein, et notamment avec le système racinaire, et venir observer la présence de nodosité. Concernant donc la partie rattrapage de désherbage autour du pois chiche, donc bien sûr, hein, le premier levier, c'est le choix de la parcelle et le levier agronomique. Le deuxième, ça va être les désherbages de prélevés, hein, donc notamment à base de pendiméthaline, de prol, d'aclonifène de challenge ou d'imazamox et de pendiméthaline avec le Nirvana. Et puis le dernier pilier dont on va parler aujourd'hui, ça va être le désherbage de poste levé avec les AGF, les antigraminées foliaires, et puis les antidicotylédones et antigraminées qui sont en notre possession, plus bien entendu le désherbage mécanique. S'il te plaît Arnaud, si tu peux passer. Donc rapidement, et encore une fois, s'il te plaît, comme ça ce sera fait
on aura le désherbage mécanique aussi, voilà, la lutte mécanique. Donc, je vais passer très rapidement sur les antigraminées foliaires, hein, pour vous dire que donc on est surtout sur des bases donc type DIM pardon, ou FOP, hein. Je vais pas revenir sur l'ensemble des solutions qui sont visibles donc en haut à gauche de cette slide. On peut attendre une bonne efficacité sur les PSD, hein, ce dont citait Arnaud tout à l'heure, hein, panique sétaire digitaire. Attention sur régras, bien entendu, hein, donc des régras jeunes, hein, avant 2-3 feuilles, hein. Sinon, après, on n'entendra pas plus d'efficacité sur ce type de flore régras. Donc, les régras sont résistants généralement dans le sud-ouest au FOP et au DIM. J'en viens avec les antidécotylédones. Donc jusqu'à présent, on avait très peu de solutions pour gérer les dicotes en poste levé. On avait la clonifène, donc le challenge tissant, à la dose de 0,5 litres par hectare et seulement s'il n'avait pas été utilisé sur le programme de prélevé. Donc vraiment, on était assez court, hein, sur cette gestion des dicotylédones. Et depuis donc, ce début de campagne, on a accès au pyridate, donc l'Onyx, et donc que je reviendrai tout à l'heure. Je vais passer sur la lutte mécanique avant. Donc je reviendrai avec une slide, hein, spécifique sur cette nouvelle solution qui va vraiment sécuriser la partie gestion des dicotes en poste levé, bien entendu avec une approche rattrapage et complément de notre prélevé. Vous verrez, on a quand même des trous dans la raquette. Sur la ligne mécanique, le pois chiche est assez sélectif, hein, des outils de désherbage mécanique, hein, notamment en début de cycle avec l'ARC tri ou la houe rotative. Bien sûr, on viendra éviter un tout passage lors de l'émergence, hein, lors de la sortie des plantes, mais on peut revenir très vite dans la culture, hein, dès 2-3 feuilles, notamment en réglant l'agressivité et la vitesse d'avancement pour ces outils de passage en plein. Et puis après, la bineuse. Donc là, plutôt, hein, forcément sur des implantations de semoirs monograines, donc de large écartement. Dès le stade 8 feuilles, hein, donc assez rapidement, avec les protège-plants dans un premier temps, et puis en enlevant les protège-plants, et on pourra revenir avec la bineuse jusqu'à le début floraison de la culture. Je te laisse passer donc sur ces deux slides autour de l'Onyx, donc avec un peu une fiche d'identité, hein, de cette nouvelle solution qui nous est proposée. Donc Onyx à base de pyridate, que l'on connaissait, hein, notamment pour les producteurs de maïs, hein, qui était donc une solution qui était disponible sur le maïs, qui l'est donc maintenant sur le pois chiche. Le pois chiche uniquement, vous voyez, hein, je passe directement à la ligne AMM, donc autorisation de mise en marché. Donc il a une autorisation sur graines protéagineuses, pois, et sur légumineuses potagères chères, donc légumineuses potagères sèches, pardon, qui englobe le pois chiche et la lentille. Par contre, on a vraiment un manque de sélectivité, hein, sur le pois et la lentille, donc on viendra éviter toute application d'Onyx sur ces cultures-là. Donc on va vraiment le garder spécifiquement pour le pois chiche. On a le droit à une application par an à la dose de 1,5 litres par hectare. Par contre, on a la possibilité de le fractionner en 2 fois 15 jours d'intervalle, donc avec 2 passages à 0,75. Et vous verrez qu'en fonction des flores, on peut avoir un passage unique à 0,75, ou alors on gardera la dose pleine. Stade d'application sur le pois chiche de 2 à 8 feuilles, hein, donc c'est les BBCH, un BBCH 12, BBCH 18, 2 à 8 feuilles. On a vraiment une très très grande sélectivité du pois chiche. Donc ça veut dire que on risque assez peu de phytotoxicité vis-à-vis de cette solution, mais donc globalement, on viendra quand même, par rapport à la levée de nos adventices, intervenir entre 2 et 8 feuilles. Remarque, hein, donc avec les phrases de risque, hein, donc ne pas appliquer sur sol drainé avec des taux d'argile supérieurs à 45%. Et on est sur un prix au litre de 36 € le litre. Donc à dose pleine, on est autour des 50 € par hectare. Est-ce que tu peux me passer donc sur les résultats, hein, des premiers essais qu'on a pu mettre en place? Ces essais, ils vont continuer, hein. C'est une nouvelle solution. Il y a des flores où on n'a pas forcément encore trop d'éléments. On va s'arrêter sur les principales. Donc une très bonne efficacité sur Kénopode. Donc là, vous avez ici, hein, les histogrammes qui reprennent un petit peu les solutions que l'on a en poste levé. Donc l'Onyx seul en vert à pleine dose, l'Onyx à 0,75, et puis l'Onyx associé au Challenge 600 à 0,5. Attention,
ici, hein, on a écrit 0,5 à 1 litre. 1 litre n'est pas autorisé en pois chiches. Donc, on viendra vraiment garder 0,5 litres par hectare. La grosse faiblesse, hein, avant de rentrer un peu dans le vif de ces histogrammes, ça va être autour des renoués. Hein. L'onyx, le pyridate a vraiment une faible action autour des renoués. Malheureusement, c'est des entices qu'on retrouve régulièrement dans nos pois chiches. Par contre, on va vraiment avoir un intérêt sur Kénopode. C'était un petit peu un trou, hein, que l'on pouvait avoir en poste levé. Sur Morel, qui peut vraiment nous embêter sur la récolte en tachant les grains. C'est une entice vraiment qu'on essaye d'éviter dans nos pois chiches. Seine-son aussi une très bonne efficacité, que le pyridate soit associé ou non. Et puis enfin, on aura une très bonne efficacité aussi sur l'éteron, donc adventice que l'on retrouve aussi régulièrement. L'intérêt du challenge et donc de la clonifène, ça va être sur le pourpier, sur le panique-pied de coq ou encore sur l'amarante, bien que sur l'amarante, le pyridate a aussi une efficacité, donc on n'a pas encore des données sur ce type de flore. Je te propose de passer à la slide suivante, donc qui vient vraiment synthétiser un petit peu les éléments qu'on s'est dit ici. Parfaite sélectivité de l'onyx sur pois chiche à la dose de 1,5, donc sa dose pleine, ou en fractionné en intervalle à 0,75 à 10 jours d'intervalle, qu'il soit associé ou non. Hein, donc on n'a pas plus de risque en associant le challenge à 0,5 hein, sur les différents essais sélectivité qu'on a pu mettre en place. Un gain significatif d'efficacité sur le Datura. On n'a pas, ici je ne vous ai pas présenté des résultats hein, sur Datura, mais on sait que l'onyx, le pyridate fonctionne très bien sur Datura, fonctionne très bien également sur repousse de tournesol. Hein, donc ça c'était également deux adventices qui nous gênent pas mal dans nos assolements où peuvent se suivre pois chiches et tournesol. Et puis, comme je l'ai déjà dit, Morel. On attend des résultats complémentaires autour des ambroisies. Donc voilà, sur certains secteurs, on peut avoir des pressions ambroisie et donc qui viennent concurrencer notre pois chiche et sur Xanthium. On a vraiment un effet dose, hein, donc on viendra privilégier la dose pleine sur Datura, Morel, Renoué et notamment en association, et puis Matricaire. Cette association Onyx Challenge, elle n'est pas couverte par les firmes. Par contre, comme je vous le disais, nous, dans nos essais, on n'a jamais vu de problématique de sélectivité. Et donc, on arrive sur des programmes herbicides pré plus post à environ 80 € de l'hectare en fonction donc, de ce que l'on va privilégier. Donc, un prol en solo plus un Onyx avec le challenge ou alors un Nirvana suivi, donc le Nirvana hein, qui va donc avoir une dose d'imazamox. Donc là, plutôt sur des situations avec des fortes pressions renouées, puisque l'apport de l'imazamox va vraiment nous permettre de gérer la partie renouée. Et puis donc on reviendra Onyx plus challenge. J'en ai fini pour cette partie rattrapage des herbages pois chiches. Hein, donc, 3 piliers, hein, le choix de la parcelle, bien entendu. On ne peut pas se passer d'une pré en mode de production conventionnelle. Hein. En mode de solution biologique, hein, on a la RC-Tri hein, qu'on peut largement utiliser, faux semis, bien entendu, plus RC-Tri en pré-levé. Et puis après, donc en post-levé, gestion soit avec des outils de lutte mécanique ou rotative, RC-Tri, bineuse en fonction des modes d'implantation, et puis ces solutions conventionnelles, donc aclonifène et ou pyridate. Je propose de passer rapidement à la partie protéagineux. Donc ici, vous avez un petit peu toutes les maladies que l'on peut retrouver sur notre pois protéagineux. Je vais commencer par le pois, donc avec des maladies, des pathogènes classiques, et puis des maladies bactériennes et virales. Donc vous les avez en bas. Je vais commencer d'ailleurs par elles. Donc la bactériose que l'on retrouvait généralement sur la phase végétative, après des périodes de gel hein, qui vont venir faire des blessures sur les plantes et qui vont permettre aux bactéries d'entrer dans la plante. Et puis les viroses. Donc les viroses, généralement dans le sud-ouest, on retrouve des plantes isolées qui sont jaunissantes et qui sont très fréquemment dues
ovirose. Je remonte sur les pathogènes plus classiques. Je vais m'arrêter seulement sur 2 pathogènes, hein. L'ascokytose en pois chiche, qui est vraiment la maladie principale, hein, vous voyez avec la fréquence. Donc là, c'est une fréquence, hein, que l'on retrouve plutôt au niveau national. Mais globalement, dans notre sud-ouest, on retrouve également l'ascokytose. Tout au long du cycle, hein, phase végétative et puis floraison. Et puis, je ferai un focus également sur l'oïdium. Je ne reviendrai pas sur les autres maladies que l'on peut retrouver aussi dans le sud-ouest. Arnaud, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Ascokytose, oïdium. Donc, à quoi ça ressemble? L'ascokytose, hein, on a des ponctuations, des nécroses sur les feuilles, sur les tiges ou sur les gousses que l'on retrouve, hein, comme vous voyez ici, donc des toutes petites nécroses. Mais lorsqu'elles sont trop nombreuses, elles se rejoignent et donc elles créent en fait des pertes, hein, de feuilles, des ruptures d'alimentation sur les tiges. C'est la maladie la plus fréquente, je vous l'ai dit, et la plus préjudiciable, hein. Donc lors des fortes infestations, hein, on peut tomber à une usabilité qui est supérieure à 20 gâteaux par hectare. Les risques, ils sont présents dès l'observation des premiers symptômes généralement sur feuilles. Dans le sud-ouest, c'est généralement à partir de début floraison, donc à partir de maintenant. Et pour information, donc, cette maladie, elle est due à 3 agents pathogènes. Donc, Didymella, hein, donc là, c'est la photo qui est prise, hein, Didymella pinodes, et puis l'Ascochyta pisi, que l'on peut retrouver, mais qui est moins fréquente, notamment dans le sud-ouest. Sur l'oïdium, donc l'oïdium, hein, c'est le feutrage blanchâtre qu'on va retrouver sur tous les organes, hein. Si on vient frotter un petit peu les feuilles ou les gousses, ce feutrage s'enlève. La nuisibilité, elle est souvent faible et nulle parce que elle arrive assez tardivement dans le cycle, hein, après la floraison, plutôt sur la partie remplissage des gousses, voire début de maturité. Elle va surtout nous gêner parce qu'elle va retarder la maturité. Donc, ce feutrage va garder envers les plantes, hein, va figer un petit peu les plantes, et donc ben, on aura un retard de maturité et forcément, du coup, parfois des retards de récolte. Elle est surtout favorisée par un temps assez chaud, hein, supérieur à 20 degrés, et une humidité assez importante. Je te propose de passer sur la partie stratégie. Donc là, stratégie fongicide, hein, surtout autour de l'ascokytose, hein, avec donc différentes entrées, hein, que vous avez en ligne, hein, en fonction poids d'hiver, poids de printemps, et surtout sur des années à forte pression ou non. Globalement, on ne va pas s'arrêter sur la première ligne, hein, parce que cette année, donc, on a assez peu retrouvé de maladies, hein, sur la phase végétative, donc sur la partie 10-12 feuilles. Et on est plutôt sur une année à pression moyenne. Donc, on va partir sur la troisième ligne, où on va avoir donc différentes solutions qui vont nous permettre de construire notre programme fongicide. L'Amistar, l'azoxystrobine, que l'on utilisera à 0,8 litres par hectare, 0,75 litres par hectare, ou le Pictor Active, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une nouvelle solution à notre disposition depuis l'année dernière sur pois. C'est un nouveau mode d'action aussi, puisque donc le Pictor Active a un SDHI. Et puis après, on aura des solutions plus classiques, qu'on pourra revenir. Donc le Prosaro, hein, des triazoles, thibuconazole et prothioconazole. Et puis l'Amistar que j'ai déjà donné. Attention à l'Amistar, on est limité à 2 applications par an, comme le Prosaro. On viendra plutôt privilégier le Prosaro sur les dernières applications, pour avoir donc une rémanence un peu plus longue sur la fin de floraison et fin de cycle. Je te propose de continuer. Vous avez toutes les informations ici. Pictor Active, très rapidement. Boscalide plus pyraclostrobine. Une application par an. À la dose donc de 0,8 litres par hectare, dose d'utilisation de 0,8 litres par hectare, on a une dose d'AMM à 1 litre. Et donc on l'utilisera surtout sur pois, lupins, pois chiches et lentilles, parce qu'on a des restrictions sur les autres cultures. Encore une fois, on a des AMM qui sont autorisés, mais derrière sur l'utilisation au champ, eh bien, on a parfois des restrictions, et là on l'a sur les autres cultures. Je te propose de continuer sur la partie févrole. Févrole, là encore, vous avez un graphique ici avec toutes les maladies que l'on peut potentiellement retrouver sur la culture. On va s'arrêter ici sur les principales maladies que l'on retrouve dans le sud-ouest, hein, le botrytis et la rouille. Vous voyez qu'on peut avoir l'ascokytose, qu'on retrouve de moins en moins. C'était une maladie qu'on retrouvait il y a encore une dizaine d'années, qu'on retrouve de moins en moins fréquemment dans les févroles. Et puis on peut avoir du mildiou avec des contaminations
primaire ou secondaire, hein, donc primaire lorsque le mildiou est sur les graines, et je passe sur les autres maladies que l'on retrouve quasiment jamais dans nos contrées. Si tu peux passer donc à cette partie botrytis et rouille, je commence par le botrytis. Le botrytis, c'est un petit peu les mêmes symptômes que, c'est pas la même maladie, hein, bien entendu, mais c'est un petit peu les mêmes types de symptômes que l'on retrouve sur poids avec l'ascokytose. C'est de multiples petites ponctuations, petites nécroses, hein, qui sont peut-être un peu plus claires que sur l'ascokytose du poids, plutôt chocolatées, vous les voyez là. Donc de multiples nécroses, elles aussi, dès lors que elles vont être en grand nombre, elles vont se toucher, et donc on va avoir l'ensemble de la superficie de la feuille qui est touchée, donc perte des feuilles. Le botrytis, hein, c'est une maladie qu'on retrouve seulement sur feuille. Le risque, il est dès les premiers symptômes. Souvent, dans le sud-ouest, les premiers symptômes, ils arrivent avant la floraison, hein, sur la partie végétative, en sortie d'hiver, dès lors qu'on a des conditions assez douces. Et donc, il faut être vraiment très, très vigilant pour ne pas se laisser dépasser. La rouille, c'est une maladie qui arrive généralement un peu plus tardivement, hein, donc sur soit la fin de la phase végétative, mais globalement surtout sur la période de floraison. La nuisibilité, elle pourra être importante dès lors que la date d'apparition est précoce, et elle est plutôt favorisée par un temps chaud supérieur à 20 et de l'humidité, comme souvent avec les maladies. Je vous propose de passer sur la partie gestion des risques, hein. Donc là, on a différentes solutions également. L'Amistar, toujours, hein, donc l'azoxystrobine. Le Scala, donc pyrimétaline. Attention, le Scala a perdu sa mention abeille. Donc, on viendra vraiment maintenant le positionner sur notre programme fongicide en période végétative, avant le début floraison. Et puis après, je ne repasse pas Prosaro, donc des triazoles, qui viennent sécuriser également le programme fongicide. Vous avez ici donc l'ensemble, en fonction, toujours pareil, hein, des mêmes entrées, du risque de notre févrole d'hiver, risque pression maladie à l'année, et la construction du programme fongi. On a eu un retrait, hein, donc Zakeo-Istra, retrait d'AMM, donc cyproconazole. On a un délai de stockage et d'utilisation jusqu'au 31 mai. Donc, si vous avez encore du stock, utilisez-les, puisqu'après, il ne sera plus possible après cette date. Je te propose de passer, faire un point, donc 2 dernières slides, hein. Un point sur la partie traitement de semences en protéagineux. Je vous ai parlé tout à l'heure, notamment sur la févrole du mildiou. On l'avait également, hein, ce risque sur le poids protéagineux, et notamment sur les contaminations primaires qui sont dues aux graines. Et donc, pour gérer ce risque-là, on avait accès, hein, au Wakil XL. On a eu donc un repassage, hein, sur une des substances actives du Wakil XL, qui est le métalaxyl M, qui a été réapprouvé, mais avec une utilisation seulement sous serre. Donc nous, en grande culture, on a eu un retrait d'utilisation sur notre utilisation, et donc on a fait des demandes, hein, pour les semis d'automne et d'hiver, des poids de printemps, poids d'hiver, févrole d'hiver, févrole d'hiver, févrole de printemps, excusez-moi, et des demandes de dérogation pour une utilisation en 2022 du Wakilicel, qui a été accepté. Et si on doit se projeter sur la prochaine campagne, on est en attente, hein, de levée de restrictions au niveau de l'EFSA. Et on a aussi d'autres projets qui sont en cours d'évaluation pour avoir potentiellement d'autres traitements de semences qu'il soit possible d'utiliser en graines protéagineuses. Et enfin, un point, on n'en avait pas parlé, hein, j'ai vraiment euh, aujourd'hui évoqué la partie maladie, mais on s'était quand même faire un point aussi sur les pucerons verts. Aujourd'hui, dans la plaine, on a une assez faible pression de ces pucerons, hein. On n'a pas eu forcément des températures très très douces en ce début de printemps. On a eu des gelées encore récemment qui ne sont pas du tout propices aux pullulations de pucerons. Mais on souhaitait quand même rappeler, hein, voilà, le risque encouru dans les situations où on pourrait retrouver des pucerons, donc avec vraiment des nuisibilités qui peuvent atteindre 30 quintaux et plus dès lors que l'on ne viendrait pas gérer ces pucerons verts du pois ou pucerons noirs de la fève, hein.
avec des solutions Karateka avant floraison ou Maverick Jet dès lors que l'on sera rentré en floraison. Et vous avez ici, j'y reviens pas, je vois que le temps court, je reviens pas sur les seuils de déclenchement du risque, vous les avez ici, donc pour le poids protéagineux, en fonction du nombre de pucerons par plante.